Pour parler donc des avancements des faits en Libye, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hichem Mourad, professeur en sciences politiques à l'Université du Caire. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, quelle est la situation actuelle en Libye? Bon, la situation actuelle, bien sûr, ça se défait, peut s'analyser sur plusieurs niveaux. Nous avons le niveau politique et le niveau sur le terrain, je veux dire, sécuritaire et militaire. Oui. La situation politique, il y a des négociations, un processus de paix, des négociations qui sont menées avec la médiation des Nations Unies. Il y a l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, c'est le diplomate Bernardino Leon, qui mène depuis plusieurs mois plusieurs sessions de négociations qui ont eu dans plusieurs pays d'ailleurs. La dernière en date qui a lieu en ce moment à Genève, qui devrait être la toute dernière, devrait être la toute dernière. Avant c'était au Maroc. Il se trouve dans la dernière ligne en quelque sorte, en espérant bien sûr qu'il trouve une solution, en réunissant les deux grands camps adverses. Le camp des islamistes, on dirait comme ça pour un peu schématiser et résumer les choses. Il y a bien sûr des partis tribales aussi qui participent, mais qui est proche d'un camp, comme je viens de dire, plutôt des forces islamistes, et les forces, je dirais, anti-islamistes, en gros, comme ça, qui se partagent un petit peu le pays. Et donc, l'idée derrière ces négociations, bien sûr, c'est de pacifier la situation, d'arrêter la guerre civile et le combat qui s'y déroule. L'idée, c'est de former un gouvernement d'union nationale pour 2 ans, qui durerait 2 ans, à travers lequel il y a un partage du pouvoir entre les deux camps adverses, les deux camps en conflit, devraient partager le pouvoir à l'intérieur de ce gouvernement d'union nationale, mais aussi à l'intérieur des principales institutions, un certain partage du pouvoir, en attendant, après l'expiration du mandat de ce gouvernement, après 2 ans, qu'il y ait des élections générales. Donc, encore une fois, on laisse à la population de départager les deux camps adverses qui contestent un peu, chacun conteste le pouvoir politique. Ça, c'est en gros ce qui se passe maintenant. Ce qui bloque essentiellement entre les deux camps, c'est cette question de partage du pouvoir. Chacun, bien sûr, veut plus de pouvoir, chacun veut plus de postes. Qui va diriger le gouvernement, par exemple, l'Union nationale? Qui sera le Premier ministre du côté du gouvernement des islamistes ou du côté de l'autre camp adverse, qui est le gouvernement reconnu internationalement, ou de l'autre camp? Normalement, ce Premier ministre qui dirigera, ce ne sera pas un président, c'est le Premier ministre qui dirige, il sera secondé, assisté par 2 vice-premiers ministres. Encore une fois, il y a une dispute qui représente, est-ce que les forces rivales, est-ce que les islamistes, les anti-islamistes, etc. Donc, et les institutions, les principales institutions, la banque, je ne sais pas, la banque centrale, la société pétrolière qui exporte, etc., qui produit et qui exporte, bien sûr, ce sont des postes très en vue et qui font une part du pouvoir politique et économique dans le pays. Qui sera le chef de l'armée? Par exemple, la personnalité de Khalifa Haftar, qui est actuellement le chef de l'armée, il est très contesté par l'autre camp adverse et qui veulent au moins, même s'ils ne prennent pas eux la tête de l'armée, et qu'ils veulent au moins une personnalité neutre, par exemple. Voilà, toutes les disputes et des questions de tractation entre les deux camps. Chacun veut avoir la haute main sur un peu le pouvoir qui va lui permettre plus tard, une fois les élections tenues, de pouvoir en profiter de cette position pour pouvoir remporter éventuellement les élections législatives, les élections générales plus tard dans 2 ans, si tout va bien, s'il n'y aura pas de retard, etc. Voilà, c'est un petit peu toute cette histoire de disputes politiques sur la question du partage du pouvoir entre les deux camps adverses. Ça du point de vue politique. Du point de vue sécuritaire et militaire sur le terrain, bien sûr, la situation est très dure, très difficile, surtout pour la population, avec bien sûr des victimes, des blessés, etc. Les deux camps un petit peu se partagent presque, je dirais, le territoire national. On a le camp anti-islamiste qui est composé d'un parlement, d'une chambre de députés et d'un gouvernement reconnu internationalement, qui se trouve à l'est du pays, dans la région limitrophe un peu de l'Égypte.
et puis l'ouest du pays, dont la ville de Tripoli, la capitale du pays, se trouve entre les mains du camp islamiste, avec bien sûr plusieurs multitudes de forces politiques, tribales, etc. Mais en gros, les deux camps se partagent le pouvoir, avec bien sûr des combats, avec des poches d'islamistes qui se trouvent à l'intérieur du camp des anti-islamistes, et vice-versa, on a des gens des fédéralistes ou des forces tribales qui se trouvent sous le territoire, dans le territoire du camp islamiste, avec des combats bien sûr, dans des fiefs tribales, etc. Voilà, c'est un petit peu la situation un peu sur le terrain, qui bien sûr est assez très mauvaise, enfin, assez catastrophique sur le terrain. Mais dans ces circonstances, il serait très difficile de former un gouvernement d'union nationale. Et justement, c'est l'une des difficultés, c'est que la difficulté provient du fait que ce partage du territoire, le partage physique du territoire, fait que chaque camp se sent suffisamment fort pour ne pas céder facilement. D'où la difficulté. Un camp qui contrôle un territoire, contrôle les ressources économiques de ce territoire, y compris les prix de pétrole, l'exportation, les revenus, etc. Il fonctionne comme un État dans l'État. Donc, il n'a pas suffisamment d'incitation pour faire des concessions à l'autre camp. Pourquoi je lui laisse le poste de Premier ministre? Non, je veux prendre le poste de Premier ministre, et s'ils ne veulent pas, donc je joue un peu sur le temps, et peut-être, chaque camp pense qu'il y a la possibilité de gagner sur le terrain. Mais aucun des deux camps ne pense à départager, par exemple, la Libye, comme ce qui s'est passé au Soudan. Bien sûr, il y a le risque. En tout cas, c'est non dit jusqu'aujourd'hui. Personne n'a encore dit, enfin, aucune des forces. C'est vrai qu'il y a certaines puissances, certaines forces qui veulent, par exemple, se séparer à l'est du pays, qu'on appelle, connu sous le nom de la Cyrénaïque. Ils veulent se séparer. Ils avaient une histoire où ils étaient indépendants. Et puis ils ont été forcés à l'union avec les deux autres composantes. Ce sont trois composantes en fait. La Libye, il y a la Tripolitaine, la Cyrénaïque et puis la région de Fezzan au sud. Alors que la Tripolitaine, c'est l'ouest, là où se trouvent les islamistes justement, et la Cyrénaïque, en gros, schématiquement, ce sont les forces anti-islamistes qui se trouvent là. D'ailleurs, la révolution ou le mouvement populaire de protestation populaire contre Kadhafi est reparti justement de cette partie de Cyrénaïque à l'est du pays où il y a une forte identité qui ressort au moment où de la faiblesse de l'État, où il y a du trouble, cette identité ressort et ils sont tentés, plusieurs sont tentés, des forces politiques là-bas sont tentées de dire on se sépare. Oui. Et la situation de l'armée en Libye, elle est pour quel camp? L'armée, pour l'instant, je dirais, le reste de l'armée de Kadhafi, il en est resté encore, comme force régulière, se trouve plutôt du camp du gouvernement reconnu internationalement à l'est du pays. C'est ça le reste de l'armée libyenne. Mais en fait, il y a certaines unités de l'armée libyenne qui se trouvent du camp des islamistes, qui ont balancé du côté du camp des islamistes, pour des raisons parfois tribales, pour des raisons de cotisation, pour des raisons tribales, quand ils se sentent un peu désavantagés dans l'armée nationale au temps de Kadhafi, au moment où il y a eu la chute du régime, donc ils se sont fait le déplacement parce qu'en fait ils pouvaient prendre leur revanche et ils appartiennent à des tribus qui sont maintenant plus proches, par exemple, des forces islamistes. Donc ils se sont retirés de l'armée. C'est pour ça que je dis que ceux qui restent de l'armée ou des forces régulières qui existent sont plutôt du côté de l'Est. Et concernant la famille de Kadhafi maintenant, où sont-ils Non, ils ont été bien sûr en grande partie, je dirais, lamiers, disséminés, bien sûr, Kadhafi et la majorité de ses fils, ces 7 ou 8 fils qui avaient là, ont été morts ou emprisonnés. Le reste, le plus en vue qui reste, tous n'ont pas fait de politique, ne faisaient pas de politique, mais ceux qui faisaient de politique ont été tués, ont été assassinés. Il reste Saif al-Islam, le plus en vue qui est connu. D'autres faisaient de l'économie, qui sont des businessmen, des hommes d'affaires, etc. Donc ils sont peut-être échappés. Ils sont partis à l'étranger, ils sont partis en Tunisie ou ailleurs. Donc il ne reste plus vraiment de la famille directe qui avait des rôles de premier plan
dans la politique, où ils ont été tués, ou ils ont pris la fuite. Ceux qui restent comme Saif el-Islam, la seule qui est en vue, il est en procès, il sera traduit en justice. Il est traduit en justice, il a écopé plusieurs années, il restera en prison, à mon avis, il n'aura plus. Mais là, c'est sa tribu, le Qazasfa, sa tribu, mais qui, bien sûr, dans les conditions actuelles, n'ont aucune chance de pouvoir jouer un rôle politique. Hein, et le contexte politique ne le permet absolument pas. Bon, concernant la présence d'Égyptiens en Libye, il y a quand même une grande présence, des centaines de milliers d'Égyptiens sont encore en Libye aujourd'hui. Quelle est leur situation, surtout avec cette situation dangereuse dans le pays? Oui, bien sûr, les Égyptiens sont des centaines de milliers, on les comptait pas, on dirait 1 million. Bon. Presque. Avant la crise, la dernière crise, il y avait où 21 chrétiens égyptiens ont été décapités, etc. Et bien sûr, d'autres ont également subi des préjudices, des attentats, des attaques, etc. Donc, plusieurs sont rentrés. On n'a pas des chiffres exacts sur combien de ceux qui sont rentrés, mais reste qu'il y a des centaines de milliers d'Égyptiens, c'est sûr, qui se trouvent toujours en Libye, pour des raisons économiques et autres, ou des raisons de mariage mixte, etc. Donc, il y en a qui sont, bien sûr, il y a une grande partie qui sont bien intégrés, mais parfois, ils sont le cible d'attaque, parce que selon quel camp, des camps qui sont en conflit en Libye, si les camps, bien sûr, islamistes, ils peuvent prendre la position du gouvernement égyptien contre les islamistes en Libye, comme prétexte pour attaquer les Égyptiens. C'était le cas des chrétiens un petit peu. Et pas seulement au-delà les chrétiens, parce que c'était des chrétiens. Les forces islamistes vont se prendre à des chrétiens avant qu'ils ne soient pas des Égyptiens musulmans, par exemple. Mais en tout cas, on peut prendre les Égyptiens qui sont là-bas comme otages de la position du gouvernement égyptien, par exemple, contre certaines parties à l'intérieur de la Libye, et que justement certaines parties ou certaines forces politiques radicales à l'intérieur islamiste radical peuvent s'en prendre justement à certains Égyptiens, justement à cause de la position du gouvernement, etc. Alors qu'ils ne font pas forcément rien à voir avec là-dedans. Mais bien sûr, il y a des risques, bien sûr. Bon, bien sûr, les autorités égyptiennes ont appelé les Égyptiens à rentrer. Ils ont accueilli plusieurs milliers peut-être, qui sont rentrés à cause des risques qu'ils encourent là-bas. D'autres, bien sûr, n'ont pas répondu parce qu'ils ont leur gagne-pain ou leur travail là-bas, leur métier qui sont là-bas, donc ils sont restés. Mais il doit, bien sûr, suivre les consignes de retenue, de ne pas se montrer, de ne pas participer à des manifestations, etc. Et d'essayer d'être prudents dans leur déplacement, etc. Et bien sûr, la partie orientale, je veux dire l'Est du pays, c'est beaucoup plus sûr pour les Égyptiens que l'ouest du pays, où se trouvent les forces hostiles éventuellement, et qui risquent là de courir plus de risques. Voilà, c'est un peu la situation qui comporte juste, effectivement des risques pour les Égyptiens expatriés là-bas. Vu seulement, je dirais, plus au-delà même d'être en tant qu'Égyptien, je veux dire, la situation même pour les Libyens, la situation, je dirais, de guerre civile et d'affrontement et d'instabilité politique et sécuritaire fait courir des risques, pas seulement pour les Égyptiens en tant que ressortissants égyptiens, en tant qu'individu qui vit dans un pays en guerre civile. Oui. C'est le même risque qu'encourent les Libyens ou d'autres nationalités. Mais s'ils tiennent toujours à rester là-bas, alors que l'Égypte leur a offert de les ramener en Égypte, ça veut dire que quand même économiquement la situation est assez stable là-bas. C'est pas une question assez stable. Bon, l'activité économique est un peu, bien sûr, je dirais pas interrompue, mais en tout cas troublée un petit peu, puisque la situation économique, enfin la situation sécuritaire du pays est un peu, je dirais, dans un état de désordre, dans le chaos un petit peu. Mais ça s'explique plutôt au niveau des salaires. C'est différent. Bien sûr, l'activité économique en Libye a été négativement affectée par ce qui se passe dans le pays. Mais le niveau des salaires, là-bas, reste supérieur au niveau en Égypte, à son niveau en Égypte. Donc, l'avantage se trouve là-bas. Mais, bien sûr, il y a certains Égyptiens qui travaillent dans des secteurs qui sont très affectés par l'instabilité sécuritaire là-bas et la violence. Du coup, ils rentrent. Il n'y a pas d'intérêt à rester à ce moment-là. Mais d'autres travaillent dans d'autres métiers
qui, c'est vrai, affectés un petit peu, mais leur salaire reste supérieur à leurs semblables en Égypte, donc ils restent. Ou d'autres activités commerciales, pas seulement les salaires, activités commerciales qui rapportent le double, le triple de ce qu'on peut rapporter en exerçant le même métier en Égypte. Donc, parce que le niveau de salaire là-bas, c'est plus important en tant que pays pétrolier. La Libye reste la richesse principale de la Libye, c'est le pétrole, c'est l'exportation du pétrole, avec une population de 6 millions, qui n'est pas une population très très importante. Si on, donc le PIB par habitant, le produit national brut, ou le produit intérieur brut, qui provient de l'exportation pétrolière divisé sur le nombre de la population, donc la population vit mieux malgré la guerre civile, malgré la violence, reste que le revenu qui est rapporté reste supérieur à un pays voisin comme l'Égypte. Oui. Je voudrais aborder aussi, avant de terminer, l'immigration clandestine, qui pose un véritable problème maintenant et qui expose vraiment les vies de ces immigrants à des choses horribles, comme ce qu'on a vu pour le camion où il y avait 71 personnes qui étaient tous asphyxiées. Donc, quelle est la position du monde maintenant face à ce problème, puisque c'est un problème qui touche à tout le monde aujourd'hui? Oui, bon, les premiers touchés, bien sûr, c'est l'Europe, ou l'Europe du Sud de l'Europe. L'Italie, la Grèce, la Hongrie, etc. Parce qu'une fois qu'ils sont en Europe, ils peuvent aller, avec, bien sûr, l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'Europe, ils peuvent se déplacer. Une fois qu'ils rentrent, une fois qu'ils traversent une frontière, les autres frontières s'ouvrent. Normalement, ils peuvent se prendre, comme on l'a vu en Hongrie, le train, il se trouve à Budapest. Donc, parce qu'il n'y a pas de contrôle des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen qu'on appelle. Oui. Donc, les premiers affectés, c'est l'Europe, le sud de l'Europe surtout, parce que c'est par là qu'ils traversent plutôt les immigrés clandestins. Du coup, c'est pour ça que ce sont les Européens les premiers qui ont essayé de réagir. Ils ont d'abord voulu créer une force maritime, une militaire maritime pour contrer. Ils ont demandé de créer aux Nations Unies un Conseil de sécurité qui a refusé, qui n'a pas voulu. Eux, donc, ils le font de façon par ordre dispersé. Chacun a ses forces maritimes, sa flotte, etc. Ils essayent de contrer ce mouvement. Bien sûr, la question se trouve, le domaine du problème, vous avez un pays qui se trouve au nord de l'Afrique, qui est la Libye, en état de désordre complètement sécuritaire, militaire, etc. Il y a un vide, les autorités ne sont pas là. Le pays est partagé entre deux camps adverses, avec une multitude aussi de milices, de forces militaires sur le terrain, qu'on peut bien sûr corrompre pour pouvoir profiter de ce vide sécuritaire. Du coup, la Libye devient une plaque tournante pour l'immigration clandestine qui provient de tout pays, qui vient bien sûr du Moyen-Orient, de pays surtout comme la Syrie, en guerre civile encore, mais également de l'Afrique subsaharienne. La majorité vient de l'Afrique subsaharienne, la Libye est limitrophe de l'Afrique subsaharienne, et ce vide profite bien sûr à des trafiquants des êtres humains, ils prennent compte de l'argent et il amène, et il profite de la désespoir, de la détresse, ou des gens qui aspirent à une meilleure vie, mais finalement qui risquent leur vie, finalement qui se trouvent noyés, ou arrêtés, ou asphyxiés, ou qui vont périr dans des conditions atroces, des centaines de milliers. Il y a maintenant des centaines qui ont péri, presque des milliers, qui ont perdu leur vie, dans l'espoir qu'ils un jour rejoindront le paradis européen. Et bien sûr, ce sont des faux espoirs que leur font miroiter des contrebandiers et des trafiquants sans scrupules et sans éthique, et qui profitent pour de l'argent et qui finalement jettent à la mort presque des gens dans des bateaux insalubres qui ne sont pas dans les conditions qui permettent de transporter qui que ce soit, alors que leur capacité est 40 personnes, ils entassent 200 personnes, forcément, et le bateau va... Même avec des nouveau-nés, on se demande... Oui, parce que les gens se déplacent parfois en famille. Parfois, ceux qui veulent immigrer, ils n'ont pas les bonnes informations. C'est ça le problème, c'est qu'ils ils pensent que ça sera facile et ils vont prendre un bateau tout à fait en état. Ils ont vu, ça fait des années maintenant qu'on n'arrête pas de montrer les images. Ils ont une part de responsabilité, bien sûr. Ceux qui veulent, malgré tout ce qu'on voit maintenant, le monde est petit. On voit sur les écrans de télé et tout ça, on peut voir tout ça. Donc, on peut apprendre la leçon de ne pas répéter. Donc, on sait maintenant le risque
le risque de vie qu'on peut encourir si on veut se déplacer de cette façon avec des gens sans scrupules. Le risque, enfin, la responsabilité également vaut pour ces trafiquants des êtres humains aussi, qu'il faut combattre aussi. Donc, la responsabilité est partagée de ceux qui veulent partir illégalement, bien sûr, mais aussi des trafiquants et les responsabilités des autorités, bien sûr, des États concernés aussi, qui doivent faire le contrôle. Parfois, on arrête parfois les gens avant qu'ils ne se déplacent, avant qu'ils ne soient éventuellement risquent de perdre leur vie, avant qu'ils ne perdent leur vie dans des situations pareilles et atroces, ou avant qu'ils ne soient arrêtés et refoulés finalement dans des conditions également. Pendant ce processus, plusieurs auraient perdu leur vie. Tout ça, bien sûr, il y a une responsabilité partagée, du nord comme du sud de la Méditerranée. Et il faut qu'il y ait, moi à mon avis, il faut qu'il y ait une action concertée, au lieu que chacun agissent de son propre, de son côté. Les Européens, je ne sais pas, les gardes frontières maritimes de leur côté, les Italiens, voilà, ils les jettent et puis on fait des barbelés, etc. Chacun à son niveau agit à son niveau. Ce problème, c'est un problème transfrontalier qui traverse les frontières de plusieurs pays. Les pays du sud de l'Afrique, enfin de l'Afrique subsaharienne sont concernés, les pays du Moyen-Orient sont concernés, les pays européens sont concernés, la communauté internationale sont concernée, les agences spécialisées, les organisations internationales. Il faut que tout le monde se concerte pour trouver des solutions adéquates qui je ne dirais pas, éliminent complètement le phénomène, mais qui réduisent au maximum, drastiquement, ce phénomène de trafic des êtres humains, en fait. Oui. On l'espère vivement. En tout cas, le temps consacré à l'émission passe vite avec vous. C'est terminé. Aussi, on vous remercie beaucoup pour votre temps et pour vos informations. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.